À la fête de fin d'année, tout semblait normal en apparence, mais je sentais la tension derrière chaque sourire. Je m'appelle Tabitha. J'ai 31 ans, et ce soir-là, l'histoire de ma famille a commencé à se dévoiler d'une manière inattendue. Les gens riaient, levaient leurs verres, les conversations s'entremêlaient, et j'étais debout près du centre de la pièce quand ma mère s'est dirigée droit vers moi. Sans hésiter, elle m'a serré dans ses bras devant tout le monde. Elle a reculé d'un pas, m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Ma chérie, est-ce que 5 000 $ par mois te suffisent pour vivre ?» Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Les poings serrés, la poitrine lourde, je lui ai répondu d'une voix parfaitement calme. J'ai 2 emplois et je n'ai jamais touché un seul dollar. Je l'ai dit comme on parle quand on cesse de ménager les susceptibilités d'autrui. Ma mère a lentement tourné la tête vers 2 hommes qui se tenaient à quelques pas, élevant la voix pour que toute la salle l'entende. Comment cela avait-il pu arriver? Ils ne répondirent pas. Leurs visages se décolorèrent. Leurs bouches restèrent closes, et leurs yeux cessèrent de bouger, contrairement à ceux des personnes innocentes. Les conversations dans la pièce s'estompèrent. La musique était plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. L'atmosphère était étrange, d'une façon difficile à expliquer. Une sensation que seul vous pouvez ressentir. Avant d'entendre la suite de mon histoire, dites-moi quelle heure il est chez vous et de quelle ville vous vous trouvez, afin que je puisse voir jusqu'où ce moment a voyagé à travers le monde. Grandir dans ce vieil appartement de Détroit m'a appris très tôt que le silence pouvait s'installer dans le quotidien sans même qu'on s'en aperçoive. J'y vivais avec mon père et mon frère Caleb, tandis que ma mère passait le plus clair de son temps absente, son travail l'obligeant à voyager constamment entre des lieux qui semblaient toujours trop éloignés. Même enfant, je comprenais, sans qu'on me le dise, que la maison fonctionnait selon des règles invisibles. C'était moi qui faisais les valises, la vaisselle, le linge plié, et qui me souvenais de tout ce qu'il y avait à faire avant même qu'on ait besoin de le dire à voix haute. Personne ne m'a expliqué pourquoi ces responsabilités m'incombaient. Pourtant, personne ne l'a remis en question. Alors j'ai appris à me déplacer discrètement et à régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent suffisamment bruyants pour perturber le confort de quiconque. Caleb vivait selon des normes différentes, auxquelles je ne pouvais ni toucher ni remettre en cause. Quand il faisait des erreurs, papa trouvait des raisons de les minimiser. Quand il perdait quelque chose, quelqu'un d'autre le remplaçait. Quand il parlait de façon confuse, papa riait au lieu de le corriger. J'ai vu ce schéma se répéter si souvent que j'ai cessé d'espérer justice, car la justice n'existait pas dans une maison où la protection était à sens unique. Avec le temps, j'ai pris l'habitude de tout gérer seul, sans demander d'aide. J'ai cessé de dire à quel point j'étais fatigué. J'ai cessé d'expliquer pourquoi certaines choses me faisaient mal. J'ai cessé de penser que la souffrance devait être affichée pour être importante. Ce genre de pensée s'installe lentement. Mais une fois apaisée, elle devient une respiration naturelle, sans effort ni résistance. La distance entre Caleb et moi ne s'est pas creusée à coups de cris ou de disputes. Elle s'est installée silencieusement, à travers des mots ignorés, des promesses oubliées et de petits moments qui s'accumulaient sans répit. J'ai appris à passer des repas sans attendre de contact. J'ai appris à croiser des conversations dans le couloir sans m'arrêter. J'ai appris que la présence ne signifiait pas toujours l'appartenance. L'absence de maman a ajouté une couche à ce silence. Quand elle appelait, sa voix était précipitée, lourde, lointaine, comme celle de quelqu'un qui essayait d'être présent tout en se préparant déjà à repartir. Je ne lui en voulais pas. Je me suis adapté. J'ai appris à ranger la maison sans lui demander où elle était ni quand elle rentrerait, car attendre une réponse ne faisait qu'alimenter la déception. Quand j'ai enfin pu demander plus, je savais déjà survivre sans. Je savais écouter sans répondre. Je savais travailler sans compliment. Je savais exister sans être vu. Ce genre d'enfance ne laisse pas de cicatrices visibles, mais elle érige des murs difficiles à abattre. Le silence est devenu familier. La distance était devenue normale. Porteur tout cela seul me semblait la seule voie à suivre. 5 ans plus tard, ma vie s'était installée dans un rythme qui paraissait stable en apparence, mais qui, au fond, me semblait fragile. Je cumulais 2 emplois sans jamais avouer à personne mon épuisement, car reconnaître ma faiblesse me paraissait plus dangereux que la douleur physique. Le jour, je travaillais au service clientèle d'un petit cabinet médical où les erreurs étaient immédiatement sanctionnées et le silence récompensé. La nuit, je nettoyais les sols et vidais les poubelles d'un immeuble de bureaux du centre-ville, arpentant des couloirs déserts imprégnés d'odeurs de désinfectants et de stress. L'argent me semblait étranger, seule la pression comptait. Le loyer arrivait toujours plus vite que mon salaire. L'électricité était un luxe, pas une nécessité. Faire les courses était devenu un calcul méticuleux qui m'obligeait à compter chaque euro 2 fois avant de passer à la caisse. J'avais appris à vivre avec des calculs mentaux constants, mesurant le temps, l'énergie et les dépenses sans jamais me permettre la moindre erreur ni le moindre répit.
Je croyais que ma situation était le fruit de la malchance et d'un mauvais timing. Je me disais que tout le monde devait se sentir ainsi en grandissant. Ce que j'ignorais, c'est que ma mère envoyait régulièrement de l'argent à la maison depuis des années. J'ignorais totalement que l'aide qui m'était destinée ne m'était jamais parvenue. Je vivais avec la certitude d'être seul financièrement, émotionnellement et matériellement, car c'était l'histoire que j'avais si longtemps entendue qu'elle me semblait la vérité. Un soir, assise au bord de mon lit, trop fatiguée pour dormir mais trop connectée à mes proches pour me détendre, mon téléphone sonna. En voyant le nom de ma mère s'afficher, je restai figé, incapable de réagir. Sa voix était plus calme que dans mon souvenir, plus douce, presque étrangère. Elle m'annonça qu'elle rentrait pour fêter l'année. Elle dit simplement qu'elle voulait me voir assise à la même table et redécouvrir la maison de ses propres yeux. J'écoutais en silence, car même l'espoir peut paraître dangereux quand il a trop longtemps disparu. Après avoir raccroché, je restai longtemps silencieuse. Je sentis quelque chose s'ouvrir en moi, quelque chose qui était resté hermétiquement scellé pendant des années. Ce n'était pas de l'excitation, pas tout de suite. C'était plutôt une douce chaleur, comme si quelqu'un allumait la lumière dans une pièce habituée à l'obscurité. Je ne m'attendais pas à des miracles. Je n'imaginais ni câlin, ni rire, ni conversation facile. Je me suis simplement autorisé à croire que peut-être, enfin, on me remarquerait. Pendant les semaines qui suivirent, je me suis préparé discrètement, sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai nettoyé ma chambre plus soigneusement. J'ai plié mes vêtements de travail au lieu de les jeter sur une chaise. J'ai répété mentalement des conversations, explorant différentes versions de moi-même, moins sur la défensive, moins fatiguée, moins invisible. Je me rappelais de ne pas m'emballer, car la déception est plus lourde quand on espère trop. Pourtant, je ne pouvais ignorer cette douce anticipation qui grandissait en moi. Je me demandais ce que ma mère remarquerait en premier en me voyant. Je me demandais si elle entendrait la fatigue dans ma voix. Je me demandais si elle se rendrait compte de tout ce que j'avais sacrifié pour survivre sans me plaindre. Je voyais cette visite comme une dernière chance, non pas de tout arranger, mais de comprendre quelque chose qui ne m'avait jamais été expliqué. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que l'avenir n'était plus une porte fermée. J'avais l'impression de me trouver face à quelque chose d'incertain, mais de réel, quelque chose qui pourrait enfin m'apporter des réponses au lieu de nouvelles questions. Je me suis dit de ne pas rêver trop loin, de ne pas me construire des châteaux en Espagne, de ne pas chercher d'excuses à ma souffrance. J'ai simplement attendu, m'accrochant à la conviction tranquille que cet instant avait une signification que je ne pouvais encore définir. Cette nuit-là était empreinte d'une étrange atmosphère, inexplicable, car nous étions tous réunis au même endroit. Pourtant, personne ne semblait vraiment à l'aise assis à côté de quelqu'un. La pièce se remplissait lentement, mais l'air était si lourd que chaque sourire paraissait forcé plutôt que naturel. Les voix semblaient normales en apparence, mais la tension sous chaque rire laissait deviner que personne ne voulait admettre avoir perdu ce confort. Je me tenais près du centre de la pièce, essayant de contrôler ma respiration, tandis que mon regard parcourait des visages familiers qui ne me semblaient plus si naturels. La conversation tournait autour de sujets consensuels. Les gens changeaient constamment de position, cherchant un endroit où ils se sentiraient moins attirés par des questions embarrassantes. Chaque geste semblait contrôlé, comme si toute la soirée reposait sur la capacité de chacun à faire comme si rien de fragile ne se cachait sous la surface. Maman s'avança vers moi sans hésitation, sans la moindre politesse dissimulée. Ses pas étaient assurés. Son dos restait droit. Son regard était rivé sur mon visage. Elle ne ralentit pas. Elle ne baissa pas la voix. Elle ne détourna même pas les yeux, malgré les regards insistants. Ses bras m'enlacèrent devant tout le monde. Et cette étreinte n'était ni douce ni intime, mais ferme et délibérée, comme si elle voulait que chacun comprenne qu'elle n'avait aucune intention de feindre. Elle recula légèrement, garda les mains posées sur mes bras un instant, puis me regarda droit dans les yeux avant de parler. « Ah chérie, 5000 par mois, est-ce que ça te suffit pour vivre ?» À cet instant précis, le silence se fit dans la pièce. Les assiettes s'immobilisèrent. Les verres ne se levèrent plus. Les conversations s'interrompirent, sans que personne n'essaie de les sauver. J. Sandy's mama quar assis crisper. Pourtant, ma voix sortit calmement, maîtrisée, sans trembler. J'ai 2 emplois et je n'ai jamais reçu un seul dollar. Je l'ai dit sans ménager mes mots. Je n'ai pas cherché à minimiser la chose. Je l'ai dit comme quelqu'un qui ne se soucie plus du confort des autres. Un murmure silencieux a parcouru la pièce, non pas par choc, mais parce que chacun comprenait qu'une vérité venait d'être révélée et qu'elle ne pourrait plus jamais être dissimulée. Maman n'a pas hésité. Elle a lentement tourné la tête vers papa et Caleb, comme si elle s'y était préparée bien avant de prononcer ces mots. Son expression s'est durcie, s'est concentrée, portant une colère sourde qu'il était inutile de crier pour comprendre. Sa voix s'est élevée clairement pour que tous l'entendent.
Comment cela avait-il pu arriver? Avant que quiconque puisse réagir, elle a ajouté une autre phrase, d'un ton ferme et froid. J'envoie de l'argent à la maison tous les mois. L'atmosphère a changé d'une manière presque palpable, comme une pression qui monte dans un espace clos. Tous les regards se sont tournés vers papa et Caleb. Leur posture décontractée s'est effondrée. Leur respiration était visible à travers le soulèvement de leur poitrine. Aucun des deux n'a parlé. Aucun des deux n'a fait le premier pas pour s'expliquer. Aucun des deux n'a trouvé les mots assez vite pour se défendre. Un invité, debout près de la porte, rompit le silence, sans saisir la gravité de sa propre question. Que voulez-vous dire? Elle n'obtint jamais rien. Maman ne répondit pas. Son regard restait fixe, sans s'adoucir. Papa ouvrit légèrement la bouche, puis la referma, comme s'il cherchait une réponse, mais ne trouvait rien de crédible. Caleb baissa brièvement les yeux avant de les relever. Ce simple mouvement en disait plus long que n'importe quelles excuses. Maman reprit la parole, d'une voix plus basse, mais plus menaçante. Expliquez-moi ça maintenant. Personne n'intervint pour préserver ce moment. L'assemblée comprit qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu, ni d'une plaisanterie, ni d'une simple scène familiale. C'était réel, lourd, quelque chose qu'aucune politesse ne pouvait apaiser. The silence n'y rompait pas. Il s'installa. Personne ne détourna le regard. Ils observaient. Ils attendaient. Ils ressentaient le changement comme moi. Je restais là, immobile, sans me défendre, sans m'expliquer. Car pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus seul face à la vérité. Cette nuit-là n'a pas dégénéré en chaos. Le silence n'a pas régné. L'atmosphère n'a pas été aussi dramatique que dans les films. Elle est devenue tendue, concentrée, pesante et authentique. Plus personne ne pouvait faire semblant. Plus personne ne pouvait échapper à ce qui venait d'être dit. À cet instant précis, l'ambiance a cessé d'être festive pour se transformer en une confrontation. Le lendemain matin, un calme intérieur m'habitait, mais une clarté suffisante pour maintenir le cap sans que le tumulte ne s'installe. Je n'attendais plus d'excuses ni d'explications, car l'attente ne m'avait jamais mené à l'honnêteté. Assise à la table de la salle à manger, une tasse de café intacte à la main, j'ai ouvert le dossier des documents financiers familiaux, un dossier qui m'avait toujours paru tabou. J'ai feuilleté lentement chaque page, non par peur, mais par besoin de comprendre les détails avec calme et lucidité, sans réaction émotionnelle. Le doux bruit des pages qui se tournaient pesait plus lourd que n'importe quelle dispute. J'ai commencé par les récapitulatifs de comptes, puis j'ai examiné les relevés de virements, avant de passer aux documents d'approbation et aux journaux de contrôle interne, m'attendant à trouver de la confusion ou du travail bâclé. Au contraire, j'ai découvert un document structuré, intentionnel, soigneusement organisé dans plusieurs sections. À mi-chemin, j'ai vu le nom de Caleb apparaître à plusieurs reprises dans des sections où mon autorité aurait dû être reconnue. Son nom figurait sous les autorisations de contrôle, les contrôles de surveillance et les approbations des flux financiers. Tout semblait traité avec soin, comme si de rien n'était. Mes mains se sont immobilisées, lucides plutôt que sous le choc, car j'ai immédiatement compris que rien de tout cela n'était accidentel ou imprévu. J'ai continué à lire attentivement. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de plus inquiétant. Plusieurs signatures d'approbation apparaissaient sous mon nom. Au premier coup d'œil, elles ressemblaient à la mienne, mais la pression était différente. Le mouvement semblait étrangement rythmé, comme s'il manquait de naturel. J'ai comparé ma véritable signature aux copies et j'ai immédiatement perçu la différence. J'ai refermé le dossier d'un geste calme et je suis sorti. Mon père était assis tranquillement derrière son journal, feignant de se concentrer sur des mots qui concernaient la vie de quelqu'un d'autre. J'étais assise en face de lui. J'ai examiné les documents financiers ce matin. Il ne semblait pas choqué. Il paraissait fatigué, d'une fatigue sourde, celle qu'on ressent quand on porte un fardeau silencieux depuis trop longtemps. Le nom de Caleb apparaît comme responsable de fin de flot, dis-je d'une voix calme. Plusieurs documents portent mon nom, mais ces signatures ne sont pas les miennes. Il plia lentement le journal, le posa à côté de lui, puis me regarda avec une franchise qui ne laissait transparaître aucune envie de se justifier. Je me doutais bien que vous le découvririez un jour. Ce furent ses seuls mots. Aucune colère. Aucun déni. Aucune tentative de reformuler la vérité. L'espace entre nous était lourd, mais pas explosif. Il portait le poids de quelque chose qui attendait d'être dit depuis des années. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté » demandai-je doucement. Il baissa les yeux sur ses mains, puis les releva vers moi, comme s'il se demandait si l'honnêteté n'était pas enfin devenue plus sûre que le silence. « Il est venu me voir il y a des années, » dit-il. Il a dit qu'il réorganisait les processus. Il a dit que vous ne vous en apercevriez pas. Il a dit que ce ne serait que temporaire. Je ne l'ai pas interrompu. Je suis resté immobile. Je l'ai laissé parler car je recherchais la clarté plutôt que le réconfort.
Je savais que c'était mal, a-t-il poursuivi. Je lui ai dit de réparer les choses. Il a dit qu'il le ferait. Chaque année, je choisissais de le croire au lieu d'approfondir la question. Sa voix ne trahissait pas la panique. Elle exprimait la lassitude. Tu le savais, ai-je dit, non pas comme une accusation, mais comme une affirmation. Il a hoché la tête. Je le savais, a-t-il répété. J'ai laissé la conversation se poursuivre. Le silence qui a suivi semblait sincère. Lourd et pourtant calme, il existait sans chaos ni bruit. À cet instant, j'ai compris que la trahison ne se manifeste pas toujours comme une tempête, car parfois elle se cache silencieusement au cœur d'actes de complaisance répétés. Je suis resté là, sans dire un mot de plus. Je détenais la vérité. Quelques jours plus tard, l'atmosphère dans la maison paraissait plus pesante, même si personne n'élevait la voix. Maman ne se déplaçait plus dans les pièces comme une invitée rentrant tard dans un lieu familier, car elle avait commencé à agir avec une autorité tranquille qui rendait impossible de feindre que rien n'avait changé. Elle demanda à papa de s'asseoir à la table de la cuisine, non pas pour lui faire une demande ou une suggestion, mais comme une nécessité pour que la journée puisse se poursuivre. Il obéit sans discuter, car le silence qui régnait entre eux était plus lourd qu'une confrontation. Sa voix restait calme tandis qu'elle lui parlait. Pourtant, chaque mot était empreint d'une fermeté qui ne laissait aucune place à l'esquive lorsqu'elle lui fit comprendre que, chez elle, on ne tolérerait plus de dissimulation. Puis elle se tourna vers Caleb et l'invita à s'asseoir lui aussi, la main posée délicatement sur le dossier de sa chaise, le regardant avec une patience imperturbable, plus effrayante que la colère. Elle commença à l'interroger sur les comptes, les virements, les autorisations, sur la façon dont les décisions avaient été prises à son insu. Et elle attendait des réponses complètes à chaque fois, sans élever la voix ni perdre son sang-froid. Caleb tenta de se tortiller sur sa chaise, d'éviter son regard, de ralentir le rythme de la conversation, mais rien n'y fit. Elle exigeait de lui des réponses claires, directes, sans avoir à demander la permission à papa. Avec la même discrétion inébranlable, maman a retiré à papa la gestion des finances, devant eux deux, non pas par un geste théâtral, mais pour rétablir l'ordre là où le chaos avait régné bien trop longtemps. Elle lui a annoncé que son implication dans les comptes était terminée, qu'il ne serait plus responsable des décisions financières et que toute communication relative aux finances passerait désormais par elle. Une déclaration qui sonnait comme une évidence, sans avoir besoin d'élever la voix. L'Assemblée a absorbé ces paroles sans résistance, car personne ne pouvait la contredire sans révéler davantage ce qui avait déjà été révélé. Plus tard dans l'après-midi, maman a contacté mon avocat, Thomas, et lui a expliqué la situation avec des mots précis et posés, indiquant clairement qu'elle ne demandait pas de faveur, mais exigeait des éclaircissements et une protection juridique. Elle lui a demandé d'examiner chaque document à mon nom, chaque signature apposée sans mon consentement et chaque virement qui engageait mon avenir sans mon accord. Et elle a attendu patiemment qu'il confirme qu'il commencerait immédiatement. L'entendre lui parler de l'autre côté de la pièce, c'était comme voir quelqu'un poser un bouclier autour de pans de ma vie que j'avais protégé seul pendant des années. Ce soir-là, maman se tenait dans le salon et a clairement fait comprendre à toute la maison que mes droits ne seraient plus une option et que mon avenir serait protégé formellement, publiquement et sans hésitation. Elle n'a pas crié, elle n'a pas menacé. Pourtant, ces mots ont eu un tel impact que les murs eux-mêmes semblaient vibrer au rythme de la musique. Pour la première fois, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais osé espérer, car j'ai enfin compris qu'elle n'était plus à moitié sincère, mais entièrement de mon côté, sans hésitation ni recul. Après cela, la maison a cessé d'être un espace partagé pour devenir un lieu silencieux, marqué par des vérités non dites. Caleb a été banni de tous les systèmes qui lui permettaient d'accéder à mes comptes ou de les rediriger. Et ce changement s'est opéré sans cérémonie, sans annonce, sans qu'il ait la moindre chance de reprendre le contrôle. D'abord les emails, puis le blocage des accès, puis les confirmations silencieuses des banques qui ont bouleversé l'équilibre des pouvoirs de manière irréversible. J'ai assisté à la scène de loin, une sensation à la fois étrange et soulageante, car je n'avais plus à deviner qui manipulait quoi dans mon dos. Papa a perdu l'accès aux finances du foyer, et ce, bien au-delà de simples restrictions. Le respect qu'on lui témoignait autrefois en privé s'est dissipé à la même vitesse. Ses amis ont cessé de lui demander conseil. Ses contacts de longue date, en qui il avait toute confiance, ont commencé à tarder à répondre. Les réunions régulières ont disparu de son agenda sans un mot, sans explication. Sa position sociale s'est affaiblie non pas par des confrontations publiques, mais par l'érosion progressive de la confiance qui survient lorsqu'on réalise que les fondations n'ont jamais été solides. Le monde de Caleb s'est rétréci insidieusement, mais de façon plus intime. Les invitations se sont raréfiées et les visages familiers ont pris leur distance sans donner d'explication. Ceux qui riaient avec lui et le défendaient ont commencé à créer une distance subtile entre eux et lui.
Je le voyais à la façon dont les téléphones ne s'allumaient plus à côté de lui, à la façon dont les conversations changeaient lorsqu'il entrait dans une pièce et au silence qui se rapprochait de lui semaine après semaine. Rien de dramatique ne s'était encore produit. Tout ce qui comptait disparaissait petit à petit. Je n'ai contacté personne, même lorsque des occasions de dialogue apaisé se présentaient, car je comprenais que le silence n'était pas une punition, mais une protection pour une part de moi-même mise à rude épreuve pendant trop d'années. J'ai laissé passer les occasions de parler. J'ai ignoré les petites ouvertures qui auraient pu apaiser les tensions. J'ai choisi la distance sans culpabilité, car la distance n'était plus cruelle. Elle était synonyme d'honnêteté. Il n'y a pas eu de retrouvailles familiales. Il n'y a pas eu d'excuses. Il n'y a pas eu de tentative de réparer ce qui avait été brisé. La vérité reposait entre les murs de la maison, sans être apprêtée ni dissimulée, et le temps s'écoulait sans dénouement dramatique ni discours larmoyant. Chacun semblait comprendre que certaines blessures ne demandent pas à être guéries, et que certaines portes ne demandent pas à être ouvertes, surtout lorsque le prix à payer serait de revenir à une vie qui exigeait le silence de celui ou celle qui en avait déjà trop donné. Ce qui restait n'était pas la paix, mais une douce lucidité, car je ne vivais plus dans des histoires confuses ni sous de faux prétextes. J'ai commencé à me réveiller chaque jour sans attendre la permission de respirer librement. J'ai commencé à vivre sans chercher à me faire discrète. J'ai avancé sans courir après des réponses qui n'avaient plus d'importance. Car parfois, la conséquence la plus forte de la vérité révélée n'est ni la vengeance, ni le chaos, ni la réconciliation, mais le simple refus de retourner dans les ténèbres quand la lumière s'est enfin éteinte. 3 mois plus tard, je me tenais au guichet d'un aéroport, un passeport plus lourd que n'importe quelle valise que j'avais jamais portée. Quitter Détroit n'a pas été une décision dramatique. Ni une décision ponctuée de cris ou de disputes de dernière minute, mais une décision calme, réfléchie, fruit d'une longue série de prises de conscience silencieuses que je ne pouvais plus ignorer concernant ma vie. J'ai choisi de recommencer à zéro dans un autre pays, avec ma mère à mes côtés, non pas par besoin de fuite, mais par besoin de respirer sans me sentir observé, scruté ou jugé en silence. Les premières semaines dans ce nouveau lieu ont été étranges, d'une manière qui m'a surprise. J'étais tellement habitué à la tension que la paix m'a d'abord paru étrangère. Je continuais de m'attendre à ce que des conflits surgissent au détour d'un instant, dans les notifications de mon téléphone, dans les ombres inattendues du quotidien. Mais rien ne vint. J'ai décidé de couper tout contact avec mon père et Caleb sans préavis, sans annonce dramatique, sans explication, car j'avais enfin compris que le silence pouvait être une forme de protection lorsqu'il est utilisé à bon escient. Construire une vie indépendante ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai dû apprendre à faire des choix sans demander d'approbation, à dépenser sans culpabiliser et à faire confiance à mon propre jugement au lieu de remettre en question chaque pensée qui me traversait l'esprit. Lentement mais sûrement, mon quotidien a cessé d'être rythmé par la survie émotionnelle pour se recentrer sur la vie elle-même. J'ai trouvé de petites joies dans la normalité, dans des conversations sincères, dans des matins qui ne commençaient pas par l'angoisse et dans des soirs qui s'achevaient sans crainte. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas la distance que j'avais instaurée, mais la clarté qui en a découlé. J'ai compris que la vérité n'est pas là pour nous réconforter. Elle est là pour nous libérer, même quand elle fait mal. Même quand cela nous enlève quelque chose, même quand cela nous oblige à voir les gens que nous aimons d'une manière irréversible, y faire face ne m'a pas détruite. Cela m'a permis de reprendre le contrôle d'une vie que je menais à contre-cœur. J'ai aussi appris que le mot famille ne signifie pas automatiquement loyauté sans limite. L'amour sans limite n'est pas l'amour inconditionnel. C'est du sacrifice de soi déguisé en vertu. J'ai compris que se protéger n'était pas une trahison. Et que s'éloigner de ce qui était irréparable n'était pas de la cruauté. C'était de la maturité. Certaines relations ne sont pas faites pour être sauvées. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont bâties sur des fondations qui n'ont jamais été honnêtes. Choisir la paix n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de respect envers moi-même. J'ai cessé d'essayer de réparer ce que je n'avais pas brisé. J'ai cessé d'essayer de mériter ce qui aurait dû être donné gratuitement. J'ai cessé d'expliquer ma valeur à des gens qui ne comprenaient que le pouvoir. Dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux que la validation. J'ai trouvé la stabilité, la clarté et une version de moi-même qui ne se sentait plus fragmentée ni coupable. Avant de clore ce chapitre de mon histoire, je tiens à m'adresser directement à vous. Merci de m'avoir accompagné à chaque étape de ce parcours, de m'avoir écouté, d'avoir réfléchi avec moi et de m'avoir témoigné de l'empathie. Même si vous avez vécu une expérience différente, votre temps, votre attention et votre histoire comptent bien plus que vous ne le pensez. Si ce récit vous a permis de vous sentir compris en eux, s'il vous a fait réfléchir ou s'il vous a aidé en eux, même modestement, à prendre conscience de votre propre force, je vous suis reconnaissante d'avoir été là. Votre présence a donné à cette histoire l'espace nécessaire pour être entendue.